Salut tout le monde, salam alaikum, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette énième chronique hebdo avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, merci pour ce petit détail, hein. C'est sûr que si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas passer sur, sur les Oui, plateformes. En tout cas, merci. Bon, bah écoutez, ce soir, pour cette chronique, vous avez décidé d'aller vers un sujet qu'on aborde pas très souvent, bon, les futures élections européennes. Et et donc, la trahison, et la trahison des souverainistes. voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser développer à ce sujet et puis on verra si ça suscite l'intérêt D'accord. chez nos amis auditeurs. Voilà. Bien, alors, donc, les médias commencent à chauffer le public, disons, parce qu'il faut bien l'intéresser, hein. Une élection, c'est une arnaque, malheureusement, voilà. Et des années, enfin, on a eu combien de dizaines d'élections et regardez dans quel état on est. Bon, je pense que le constat est clair. Que les élections ont été instituées pour que rien ne change. Et Coluche l'avait dit merveilleusement à sa manière, si les élections servaient à changer quelque chose, on ne les aurait pas autorisées. Maintenant, ce que je dis là, ça n'a rien d'un scoop. Euh, non seulement il y a 5 siècles, on a parlé, enfin à l'époque il n'y avait pas d'élection, mais on a parlé de servitude volontaire, mais il y a 150 ans, un grand écrivain, dramaturge français qui s'appelle Octave Mirbeau, que je conseille beaucoup aux lecteurs de lire. Il suffit d'aller sur YouTube. Vous savez, il a écrit Journal d'une femme de chambre, dont on a tiré un film avec Jeanne Moreau, très, très critique sur les mœurs bourgeoises. Il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les affaires sont les affaires, sur la corruption du monde politique en province. Et ça, il y a 150 ans. Et il y a 150 ans, il disait à ses concitoyens, n'allez surtout pas voter, ça ne sert à rien, on vous mène en bateau. La différence entre des animaux, des moutons qu'on mène à l'abattoir et les électeurs, c'est que les moutons ne choisissent pas leur bourreau, alors que les électeurs, ils ont le choix, ils ont la possibilité de choisir leur bourreau. Donc, ce que je dis là n'est d'aucune originalité. Voilà. Mais il suffit de le rappeler, que mettons, depuis Mitterrand, voilà, le plus grand salopard de la politique de l'ère moderne en France, on a vu, tout a été désigné dès cette époque-là, ce qui allait nous arriver. La financiarisation, le règne du fric, la désindexation des salaires, des retraites, les privatisations, la désindustrialisation, tout a été dit depuis ce temps-là et les gens continuent à faire comme si à chaque élection, on espère, on espère, on espère. Et donc, il y a les élections européennes. On aurait pu s'attendre, bon, je ne vais pas m'attarder sur les élections européennes. Pour moi, de toute façon, c'est une arnaque, rien de plus. Et on envoie des gens grassement payés. On constitue une élite qu'on corrompt avec des avantages extraordinaires et pour qu'ils aillent là-bas faire le clown parce qu'ils ne servent à rien. Voilà. Mais malheureusement, j'avais ajouté dans le titre élection européenne et la trahison des souverainistes. Parce qu'on avait une chance de, comment dire, de bouleverser le système, de bouleverser le régime, de créer un choc. Parce qu'en France, il y a quand même, au minimum, au bas mot, il y a 20%, même je dirais jusqu'à 30%, qui sont
pas vraiment, c'est pas nécessairement souverainiste, mais nationaliste pour les valeurs de la famille, les valeurs de la patrie, la langue française, pour l'éducation. Donc, toutes ces valeurs peuvent réunir facilement 30% des Français. Malheureusement, le système politique est fait de telle sorte que justement, les gens sont alléchés. On a alléché les politiques par des subventions, par le goût du pouvoir, et ainsi on n'autorise pas, on ne permet pas les coalitions sociales, les coalitions qui pourraient sauver le pays. Et je vais vous donner un exemple historique qui, pour moi, avait vraiment servi de révélateur. Vous savez, en 2005, la France avait voté à 55% contre les traités de, je ne sais plus comment ils s'appelaient à l'époque, sur l'Europe. Et il y avait vraiment un mouvement populaire fantastique qui aurait pu emporter le système s'il avait été organisé. Et il y avait des élections présidentielles 2 ans après, en 2007. Et Étienne Chouard, un des héros du scrutin référendaire de 2005, avait demandé à tous les partis politiques qui soutenaient le non de présenter un seul candidat et de former un courant alternatif, un courant souverainiste, un courant nationaliste. Et contrairement à ces attentes, contrairement aux attentes de plusieurs, tous les partis ont refusé. Le NPA, les gauchistes, les écolos, les communistes. Et à l'époque, ça nous a vraiment surpris. Et en fait, c'est pas si surprenant que ça, finalement. Et c'est là, je crois que c'est là que date mon désengagement de la politique. C'est que tous ces petits partis, le NPA, etc., le Parti communiste, quand ils ramassent 1 million de voix, 1,5 million de voix, l'État est généreux avec eux. Imaginez le NPA, il fait 1 million de voix. Pour chaque voix récoltée au présidentiel, chaque année, il touche 1,5 million d'euros ou 2 millions d'euros. Vous imaginez pour un groupuscule ultra-révolutionnaire qui a 50 salariés, comment dire, c'est l'Eldorado. Il peut louer un local, il peut salarier quelques dizaines de personnes, il peut organiser des conférences, c'est le Pérou. Et il peut continuer à faire semblant. Et ça donne l'illusion de la démocratie, qui a un parti qui fait très peur aux capitalistes. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Besancenot, remarquez d'ailleurs, je ne sais pas comment maintenant, mais je sais qu'à l'époque, il passait 2-3 fois par semaine sur Canal+. Et il faisait peur aux capitalistes. C'était vraiment folklorique. Et donc, ça devait échouer. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En fait, d'abord, il y a les 3 partis politiques qui se disent souverainistes. Il y a le parti d'Asselineau, le parti de Philippot et le parti de, comment il s'appelle, DNA, Dupont-Aignan, voilà, Nicolas Dupont. Ces 3 partis savent pertinemment, et malheureusement ils font semblant que non, mais ils savent que je suis prêt à parier 1 contre 100 qui n'auront aucun élu. Ça veut dire qu'ils seront inférieurs à 5%. Asselineau, il aura 1%. Philippot, il aura 1%. Comment il s'appelle? Dupont-Aignan, il aura 3%. Bon, OK. Le problème, vous savez, quand on fait de la politique, ça me permet de faire quelques digressions sur la nature du politique. Un politique, par définition,
Un politique est par définition un traître. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. Et donc, il est prêt à trahir pour sauvegarder sa place. C'est par définition, tous les politiques, montrez-moi un politique qui n'a jamais trahi. Évidemment, s'il est un petit conseiller municipal à Maubeuge, bon, il n'a pas l'occasion de trahir. Mais prenez les députés, les sénateurs, les ministres, enfin, ils sont par des... Et puis, c'est la politique, c'est le domaine du tueur. C'est le domaine où on marche, pour arriver, il faut marcher sur les autres. Je vous rappelle ce mot fameux de Jacques Chirac, à propos, je crois, de Jacques Delors ou de Raymond Barre, je ne me souviens plus, qui avait lamentablement échoué au présidentiel. Il avait dit, il n'a pas l'instinct du tueur. Quand on commence à faire de la politique, il faut être prêt à écraser les autres, écraser, voilà, les tuer de manière symbolique. Je vais vous raconter une anecdote d'un ami, enfin quelqu'un qui m'avait appelé il y a quelques années, un jeune, beurre, enfin je crois qu'il était né en France, d'origine maghrébine, et il était ingénieur chez Renault. Donc belle carrière, un mec sympa, euh, un beau jeune homme, bien de sa personne, etc. 25 ans, comme ça, bon. Et il m'avait contacté, il m'a dit, voilà, j'aimerais discuter avec vous. Je lui ai dit, d'accord, voilà, bon, on a discuté. Et puis il m'a dit qu'il avait des idées de gauche et il était rentré au Parti socialiste. Et la première année, on lui faisait la fête. Ah, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, mais ton Rachid, Rachid par-ci, Rachid par-là, truc formidable et tout et tout. Et un jour, il y avait un poste qui de la cellule, vice-secrétaire, secrétaire adjoint, enfin vraiment un petit truc de rien du tout, voilà. Et il s'est dit, tiens, j'ai envie de m'engager. Et là, il m'a dit, les couteaux sont sortis. Les couteaux sont sortis. C'est-à-dire, on a vu en lui un dangereux concurrent. Voilà. À partir du moment où tu pointes le bout de ton nez pour occuper la moindre responsabilité, tu deviens l'adversaire à abattre. Et donc, il m'a dit, bon, moi qui ne comprenais pas. Et donc, au bout d'un an ou deux, il est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà. Donc, en fait, la politique, et d'ailleurs, regardez Asselineau, Philippot et Dupont-Aignan. Ils sont imbus de leur personne. Je ne leur en veux pas. Ils font de la politique, ils sont chefs et ils veulent être chefs. Et c'est ça leur, comment dire, leur mission, leur vision, leur obsession. Ils veulent être chefs. Par exemple, prenons Asselineau. Il est à la tête de l'UPR. L'UPR, je crois qu'elle fait 30 000 membres. Bon, enfin, je crois, mais bon. Il y a probablement des mecs, ou enfin des hommes et des femmes très instruits, très cultivés, qui sont des spécialistes en économie, en écologie, en droit social, en tourisme, enfin je ne sais pas, en écologie, etc. Est-ce que vous avez jamais vu un seul membre de l'UPR faire une vidéo au nom de l'UPR? Je vous pose la question. Jamais. Pourquoi? Parce que l'UPR, c'est moi. Vous savez, Louis XIV, il disait l'État, c'est moi. Eh bien, Asselineau, c'est l'UPR, c'est moi, 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 moi. Voilà. Asselineau, Philippot, c'est la même chose. Dupont-Aignan, c'est la même chose. Voilà. C'est mon parti, les patriotes, c'est moi, 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 moi. Voilà. Il ne faut que personne ne fasse de l'ombre au chef, au président, au duce, au conducatore. Voilà. Vous savez,
moi, je plains, sincèrement, je plains beaucoup. Je me demande d'ailleurs comment des gens qui ont des diplômes, qui ont des carrières, consacrent une grande partie de leur vie à promouvoir la stature du chef, du caudillo. Moi, j'arrive pas à je moi, je les plains ces gens-là et vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, vous savez qu'Asselineau avait eu un problème de SMS ou non, de mail avec un jeune gars, mais un mignon, voilà, si on peut dire, voilà, avec qui il voulait entretenir une relation intime. Voilà. Bon. Et à cette époque-là, le Bureau national s'était réuni et voulait, comment dire, ben, enfin, je ne sais pas, juger Asselineau ou lui demander des comptes ou le renverser, enfin, ou en tout cas organiser un vote. Enfin, bon, toujours est-il que Asselineau avait réussi à mater la rébellion. Et à cette époque-là, il y a eu quelques personnes qui avaient créé, enfin, qui s'étaient lancées dans des vidéos, des membres de l'UPR. Et je me souviens de quelqu'un qui s'appelait Mathias, qui vivait dans une ville de province. Je me souviens plus laquelle. C'est pas que j'ai envie de la, je sais pas, mais une ville moyenne. Voilà, pas très grande, mais une ville moyenne. À l'époque, quand il a fait la vidéo, il avait 35 ans. Et il avait dit, j'ai donné 7 ans de ma vie. J'ai donné 7 ans de ma vie à ce type. J'ai sacrifié ma vie professionnelle, ma vie familiale, tout pour lui. Eh ben, et aujourd'hui, je m'en vais à cause de, etc. Et voilà, 7 ans de perdu. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui pousse des gens, bien sous tout rapport, enfin, je veux dire, probablement des universitaires, enfin, à sacrifier leur week-end, leur soirée, pour la glorification d'un mec. C'est ça que moi, j'arrive pas. Comment se fait-il qu'ils ne voient pas la supercherie? Et je vais vous démontrer la supercherie de ces trois types. Soi-disant, ils sont souverainistes. Donc, pour eux, la souveraineté de la France est au-dessus de tout. D'accord? Oui ou non? Ils seraient prêts. Vous savez, il y a des gens qui ont donné leur vie pour le communisme. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour le sionisme. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour l'indépendance d'Algérie. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour toutes sortes de raisons. D'accord? Si, si ces gens-là, les trois chefs politiques, les trois caudillos, n'avaient que la souveraineté comme objectif, comme idéal unique, qui dépassaient leur vie, leur petite personne, si c'était la souveraineté de la France qui les guidait, si c'était cet idéal avec lequel ils vivaient du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils savent, ils savent. Ou alors, s'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont cons et menteurs. Donc, ils savent qu'ils ne vont avoir aucun député parce qu'ils auront moins de 5%. Mais le problème, c'est qu'ils voudraient bien faire l'unité. Mais derrière soi, Asselineau, il veut bien qu'il y ait l'unité, mais derrière sa personne. Philippot, il voudrait bien qu'il y ait l'unité, mais derrière sa personne. Dupont-Aignan voudrait faire l'unité, mais derrière sa personne. Ça avec S majuscule. Monsieur Cohen, je rappelle juste que pour obtenir un siège, il faut avoir 5%, c'est ça? C'est ça, voilà. Il faut un minimum 5% pour que les voix comptent. Bon. Moi, j'aurais proposé à ces types, à ces chefs, s'ils ne savent pas, et je vais les mettre au pied du mur, je vais les mettre devant leurs responsabilités. Pourquoi vous ne dites pas publiquement, voilà, moi je suis prêt à m'effacer derrière une personne neutre, par exemple, mettons Étienne Chouard, par exemple, enfin, je dis Étienne Chouard parce que c'est quelqu'un
de bien, d'honnête, de cohérent, qui a montré pendant 20 ans son engagement. Enfin, après tout, on peut choisir une autre personne, je m'en fiche. Mais on va se mettre derrière une personne qui va unir non seulement nos trois partis, mais tous ces groupuscules, tous ces gens qui. Voilà. Et là, et donc, s'ils faisaient ça, ils auraient un minimum de 10%. Moi, par exemple, je ferai la campagne pour eux, parce que, et j'irai voter. Mais malheureusement, chacun d'eux veut être le chef. Et c'est ça, vous savez, il faut comprendre ça. Un politique, il veut être le chef. Voilà. Et donc, vous savez, et là aujourd'hui, on assiste. Alors là, c'est vraiment la cour des miracles. Moi, sincèrement, je perds mon latin. Je, je, je me dis, la nature humaine, c'est vraiment une fumisterie. La nature humaine est une saloperie finie. Enfin, il y a des gens intelligents. Prenons par exemple Éric Ferrag, prenons Philippe Herrlin, prenons Jean Lassalle, prenons, enfin, je suis moins sûr de son intelligence, mais comment il s'appelait déjà? Onfray. Et encore, la liste n'est pas close. Ces 4 personnes veulent chacune présenter une liste. J'ai entendu Philippe Herrlin ce matin. Il disait, moi je veux présenter une liste pour combattre la transition écologique. C'est très bien, mais bon Dieu, mais est-ce que, Philippe Herrlin, vous êtes intelligent, je ne vous en veux pas, vous ne faites pas de politique, mais combien vous allez faire? 0,5%. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi ne pas se battre pour des États généraux? C'est-à-dire, mais je sais que ça ne se fera pas, hein. Je me fais aucune illusion. Vous savez, la nature humaine, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des élites qui nous écrasent. Et à juste titre, elles ont raison de nous écraser. Elles ont raison de se foutre de la gueule du peuple. Et Macron a raison, enfin, je veux dire, et pourquoi pas, il a dépensé 6 millions d'euros et plus pour un dîner. Voilà. Et ben voilà. Et il écrase le peuple et il lui dit je vous emmerde. Voilà. Parce que nous avons affaire à un peuple de minables, de serviles, d'esclaves. Voilà. On n'est même pas capable de se dire, et pourtant on a affaire à des gens intelligents quand même. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Aucune des personnes que j'ai citées n'a aucune chance de faire 5%. Pourquoi ne pas lancer les États généraux on peut appeler ça n'importe quoi, pour le renouveau du peuple français, voilà. Ça inclura les indépendantistes, les souverainistes, les identitaires, tous ceux qui ont des valeurs, par exemple, qui sont contre le LGBT, etc., etc. Enfin, voilà. Et on choisit un candidat commun, à la limite même on tire au sort un candidat, et on se met tous derrière lui. Et on aura 10 sièges, 15 sièges, voilà. Mais malheureusement, vous savez pourquoi les élites ont permis les élections? Mais parce qu'ils assistent. Moi, j'imagine les élites médiatiques et politiques à l'Élysée, à Matignon, à BFM, ils doivent se frotter les mains de voir ce spectacle pathétique, drôle, enfin drôle, je ne sais pas, c'est minable, voilà. Et, c'est pas, enfin je veux dire, ça c'est, nous vivons un épisode, mais ça c'est comme ça depuis qu'on a instauré les élections. L'humain, quand il, quand il hume le goût du pouvoir, il perd la tête. Voilà. Et, vous savez, il y a un dicton chez les sages de la Torah qui disait un des principes de la sagesse, éloigne-toi de la, comment dire,
j'arrive pas à trouver le mot, de l'autorité, voilà. Voilà. Ne recherche pas l'autorité. Et là, on voit, et ce spectacle va nous être fourni pendant 9 mois, et qui c'est qui va trinquer à la fin? Qui c'est qui va trinquer? C'est la France. Voilà. La France qui va envoyer les mêmes types de RN, LFI, les socialos, et patati et patata, qui votent euh, pour le vaccin, qui votent pour tout. Et c'est pathétique. C'est pathétique et en même temps, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, vous voulez que je vous dise, moi, des fois, j'en ris. Je ris tout seul ou peut-être avec quelqu'un, mais j'en ris, voilà. Parce que c'est un rire jaune, c'est un rire triste, parce que c'est le destin d'un pays qui est en jeu. Et en même temps, ceux qui sont censés, comment dire, le défendre, tombent dans le panneau de l'ego, de l'illusion, de moi, je vais, moi, je. Voilà. Vous savez pourquoi moi je lis beaucoup de romans? Parce que le roman, c'est la nature humaine. Que vous lisiez un roman russe, vous savez, je lisais il y a quelques jours un roman de Tourgueniev. Bon, c'était la Russie de 1850. Et je vous assure, c'est la nature humaine, elle est, elle est partout pareille. C'est la même histoire, sous toutes les latitudes, le fric, le sexe, la domination, l'humiliation, le vol, l'envie, c'est la cupidité. C'est ça la nature humaine. Voilà. Et malheureusement, c'est moi ce qui m'attriste, à la limite, enfin je veux dire, ce qui m'attriste, c'est de voir des gens bien, enfin, je veux dire, d'une certaine stature intellectuelle, etc., tomber comme des cons dans le panneau. Voilà. Voilà, c'est dommage. C'est dommage pour la France, c'est dommage pour la politique, c'est dommage pour tout. Mais bon, voilà, moi je veux dire aux gens qui suivent aveuglément ces nababs de la politique, ces chefs de la politique, ces caudillos de la politique, quittez-les, vivez votre vie, sortez le soir au lieu d'aller travailler pour un. Vous ne travaillez pas pour une cause, mettez-vous ça en tête. Et vous ne travaillez pas pour la souveraineté, vous travaillez pour un homme, pour un mec, pour qu'il se dise moi, moi, moi. Voilà. Quittez-le. À la limite, vous pouvez voter pour lui, envoyer un chèque, ok, mais vivez, sortez, lisez, écoutez de la musique, et sortez de cette obsession du caudillo, du leader maximo. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur les élections européennes, enfin surtout la trahison des souverainistes. Voilà. Oui, de toute manière, alliance ou pas, les souverainistes, ils vont rien faire aux européennes, de toute manière. Et malgré Ah tout, non, ils sont en train de, non, ils non, sont en non, train de- non, ils font une alliance. Non, je suis désolé, Wally. S'ils font une alliance, il y aura une dynamique qui va se créer. Pas seulement une addition d'1%, de 1% et 3%. Moi, par exemple, qui n'irai pas voter, j'irai voter. Je veux dire, il y aura une dynamique. Si on sent qu'il y a une unité, une union d'un combat où on essaye de réunir tout le monde derrière une personnalité indépendante, etc., on crée une dynamique. Comment s'est faite la victoire du non-référendum de 2005? Moi, je me souviens. Je veux dire, euh, ça a été magnifique. Ça a été, comment dire, une construction pendant 1 an et demi. Des discussions dans les cafés, etc. Ça a été. On aurait pu créer cette vague comme ça, voilà. Malheureusement, voilà, bon. Et ça, c'est sur le plan national, mais même à l'échelle européenne, il y a même eu, je crois qu'il y a eu une tentative en 2019 d'une alliance des souverainistes de chaque pays. Mais il n'y a pas eu de lien qui s'est créé. Non, mais le vote a lieu dans la nation. On ne peut pas s'allier les souverainistes français
ne peuvent pas s'allier avec les souverainistes allemands, par exemple. C'est-à-dire que le vote est national. Le vote est fait, on envoie des députés français au Parlement européen. Et c'est là-bas qu'ils peuvent faire des alliances. Mais ici, ils ne peuvent pas s'allier. Enfin, je veux dire, des députés, des Français ne peuvent pas faire une alliance. Non, c'est ici qu'il aurait fallu. Moi, personnellement, je suis prêt à parier 1 contre 100 qu'il n'y aura pas d'alliance. Voilà. Mais voilà, parce que, enfin, je vous ai expliqué, euh, bon, je ne vais pas refaire la démonstration, malheureusement, mais s'il y avait une alliance de tous les. Vous savez, il n'y a pas que les 3 partis politiques. Il y a tous ces gens qui, par exemple, Kuzmanovic, qui lutte pour le. Enfin, je sais pas, la souveraineté. Il y a un type qui combat pour la souveraineté, l'indépendance nucléaire. Il y a un type qui combat contre la transition écologique. Enfin, il y a des tas de gars qui font des vidéos à 20 000, 50 000, 100 000 vues, mais tous devraient se mettre derrière une personnalité indépendante, unique, et, et voilà, enfin bon. Mais ça, c'est le rêve, enfin bon, malheureusement. Très bien, ben, merci Monsieur Cohen, sur le sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui veut réagir sur Twitter là? Non? Si ça vous dit? Sinon, on va passer à l'autre sujet. Donc Monsieur Cohen, vous vouliez nous parler des éventuelles tensions, Oui. de guerre civile en Israël. Bon, alors, une guerre civile, telle qu'on l'a définie, à mon avis, elle n'aura pas lieu. En tout cas, pas à court terme. Maintenant, ce qui peut arriver dans 5 ans, moi, j'en sais rien. Mais une guerre civile, ça veut dire où on se tire dessus, je n'y crois pas, voilà, dans les conditions actuelles. Mais il y a un fossé qui se creuse, qui devient quasiment infranchissable, qu'on ne peut plus combler. Il s'est passé quelque chose, par exemple, vous savez que lundi dernier, il y avait chez les Juifs ce qu'on appelle le grand pardon, ou le Yom Kippour. Ça veut dire le jour le plus saint de la tradition juive, ou même, enfin, beaucoup. On les appelle d'ailleurs les Juifs de Kippour, c'est-à-dire tous ceux qui ne mettent jamais les pieds dans la synagogue, ce jour-là, ils y vont. Ou bien ils font le jeûne, etc. Enfin voilà, c'est un jour quand même qui a une très grande sacralité. Et donc, c'est un jour où c'est le jour du grand pardon. Ça veut dire c'est le jour où on se pardonne, où on demande à Dieu, parce que d'après la loi, enfin la tradition, c'est le jour où Dieu décide du sort de chacun. C'est-à-dire, celui-là, il va vivre, celui-là, il va mourir, celui-là, il va s'enrichir, celui-là, il va avoir le vaccin, celui-là, il va avoir ceci, cela, etc. Bon. Et donc, comment dire, c'est la journée où on demande pardon. C'est vraiment, on demande pardon à Dieu, on demande pardon à son prochain, on demande pardon à sa famille. Et donc, il y a quand même un apaisement des tensions en général. Voilà. Or, il s'est passé une chose assez extraordinaire, enfin, extraordinaire dans le sens où vraiment, enfin, c'était assez tragique, disons, voilà, pour une société israélienne. Il y a des religieux qui ont voulu faire une prière publique à Tel Aviv. Bon, Tel Aviv, c'est Sodome et Gomorre, hein, pour les religieux. Je veux dire, c'est vraiment la capitale du sexe, la capitale des gays, la capitale des trans. Enfin voilà, bon, Tel Aviv est connue et c'est une des grandes capitales de la gaieté, des gay pride, etc. Enfin bon, bref, c'est vraiment le Sodome et Gomorre, voilà. Et il y a un groupe qui a voulu faire une prière publique, dehors, voilà, etc., mais qui avait prévu, ce qui est la tradition juive d'ailleurs, enfin, de séparer les hommes des femmes. Ça veut dire mettre d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Et là, il y a un groupe laïque qui est allé voir la Cour suprême et il a dit c'est inadmissible qu'il y ait une séparation d'hommes et de femmes
dans l'espace public. Et la Cour suprême a ordonné aux religieux de ne pas faire la prière avec le public séparé, hommes et femmes. Et les religieux sont passés outre. Et donc, il y a eu des laïcs qui ont hurlé contre les religieux, ils les ont insultés. Enfin, c'était en Israël cette semaine, le pays est sens dessus dessous. C'est-à-dire que la journée où on doit comment dire, se repentir, c'est le repentir, c'est le pardon, c'est comment dire, la prise de conscience. On se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Comment je peux m'améliorer, etc. Ou chaque année, bon, même si, bien sûr, ça fait partie du jeu, mais il y a quand même cette attitude où chacun essaye voilà, d'aller vers l'autre et tout. On l'a transformé quasiment en pugilat à Tel Aviv. Et vraiment, c'est aujourd'hui, il y a des groupes laïcs qui seraient, bon, qui seraient pas encore prêts à assassiner des religieux, mais pas loin. C'est pour ça que je dis la guerre civile n'est pas pour demain, mais pas loin. Tu sais, par exemple, il y a des faits, des religieux à Tel Aviv, quand ils voient des religieux, bon, ça se voit, un religieux. euh, Par exemple, il y a eu cette vidéo d'un religieux dans un bus. Une femme comme ça qui voit un religieux dans un bus et commence à l'engueuler. Ouais, vous êtes un parasite, vous vivez sur le dos, le crochet de l'État. Enfin, c'est juste, les gens sont entrés dans un état de tension, de conflit assez hallucinant. Et, et par exemple, dans l'autre sens, dans une ville comme Ashdod, par exemple, c'est une ville de 100 000 habitants, qui, il y a 20 ans, n'avait pas de religieux. Aujourd'hui, ils sont 30%. Vous savez que les religieux, ils se multiplient comme des... Bon, je ne vais pas dire un terme un peu péjoratif, mais enfin, disons, vous savez, moi j'ai des religieux dans ma famille, donc qui ont 10, 12 enfants. Et donc, c'est une ville où il y a déjà 30% de religieux. Ben, il y a eu des cas dans le bus où une jeune fille monte avec un débardeur. Enfin, je veux dire, il fait chaud là-bas. En été, il fait 35 degrés pendant 4 mois. Et ben, le chauffeur de bus lui dit mais il faut mettre quelque chose dessus. Hein, c'est pas. Je veux dire, le pays est entré dans un état de tension. Évidemment, les manifestations pro et anti-gouvernement à propos de la réforme de la Cour suprême ont chauffé le pays. Il y a des gens qui croient vraiment que le pays va entrer en dictature. Les gens sont vraiment devenus cinglés. Et donc, là, maintenant, on est en. Malgré, bien sûr, il y a des appels, etc. Mais j'ai l'impression que. Je crois que l'avoir dit il y a quelque temps à propos des tensions sur ces manifestations, c'est le début de la fin de l'intérieur. Et moi, j'avais toujours dit de toute façon que Israël ne pourra disparaître ou s'affaiblir que de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, c'est un État très fort. Mais il y a énormément de problèmes à l'intérieur. C'est un État qui est miné par des tas de problèmes. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'à Tel Aviv, bon, c'est vrai, Tel Aviv, c'est un peu spécial, mais quand même, en 20 ans, les prix des appartements ont été multipliés par 300%. D'accord? 300%. C'est un pays qui est fou, qui est dingo. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de rationalité. C'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui partent s'installer en Allemagne, qui prennent des passeports portugais, etc. Donc voilà, je voulais, disons, prendre cet exemple de journée de Kippour pour dire à quel point la fracture aujourd'hui de la société israélienne est très profonde et à mon avis, il ne pourrait jamais, ça pourra jamais redevenir comme avant. Voilà, ça va laisser des traces
profonde, et encore peut-être qu'on en est qu'au début de quelque chose de terrible qui va arriver. Voilà. Alors, cette fête qui a lieu annuellement, comment dire, il y a des risques d'avoir des attentats pendant cette période, non? Ou Non, non, pas. ou des agressions, ou parce que là, j'ai vu un article où, et c'est Israël Actualité, apparemment, la police israélienne conseillerait aux citoyens israéliens de porter une arme durant Yom Kippour. Ça m'étonnerait. Vous êtes sûr que c'est Yom Kippour? Oui, 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 la source, c'est Israël Actualité TV. Je vais essayer de vous le retrouver là si je peux vous le partager. Et pendant la fête de Yom Kippour ou pendant les jours de fête? Elle conseille donc aux Israéliens de porter une arme durant Yom Kippour, donc Bon, durant la fête. Alors, je sais pas. Ça me paraît. c'est étonnant parce que pourquoi il y a très peu de risques d'attentats? Vous savez pourquoi? Parce que les territoires palestiniens sont bouclés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, que oui. les Palestiniens n'ont pas le droit de circuler. Voilà. Donc je ne vois pas comment. D'ailleurs, on va rarement des attentats pendant cette journée-là, parce que les Palestiniens, les territoires sont bouclés. Voilà. Voilà. C'est comme un couvre-feu qu'on impose aux Palestiniens pendant toute la durée ça veut dire de la veille jusqu'au lendemain soir. Alors, je ne vois pas comment il aurait pu. Enfin bon, c'est possible, je ne sais pas. Écoutez, c'est bizarre. En tout cas, moi, j'ai vu cette source-là. Parce qu'il y a eu rarement, enfin, à ma connaissance, il y a eu rarement un attentat pendant cette journée-là. Rarement. Enfin bon. Après, je ne sais pas, peut-être dans certaines villes, dans certaines zones, dans certains quartiers, je ne sais pas, voilà. malheureusement, je n'arrive pas à accéder à la source. Tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, attendez, je crois qu'il y a une Ouais. réaction. Attendez. Samsoul, tu m'entends? Oui, salam alaikum, bonsoir Ouais. Monsieur Cohen. Alaykoum salam, bonsoir. Bonsoir, juste rapidement avant que le space se termine. Je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Benjamin Netanyahou qui a dit que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, mais que c'était un musulman, un imam qui s'appelait Amin El-Husseini, qui lui aurait demandé de le faire. Voilà, on a eu cette déclaration. Bon, je pense que n'importe qui est un petit peu au courant de l'histoire comprendra, mais est-ce que cette déclaration n'est pas faite justement pour cacher un petit peu la situation chaotique, ou en tout cas politique, extrêmement chaotique en Israël? Oui, il y a ça, c'est-à-dire qu'on cherche des éléments à l'étranger. Par exemple, on met en avant les négociations avec l'Arabie saoudite, les menaces iraniennes. Enfin, c'est vrai que, mais en même temps, ça c'est une vieille affaire avec le leader palestinien Al-Husseini. Il avait rencontré, je crois qu'il avait rencontré Hitler dans les années 30, mais on a voulu, le régime sioniste a toujours voulu en faire quasiment le bras droit de Hitler dans l'assassinat des Juifs, alors que lui, il n'y est pour rien. Mais c'était pour développer la haine contre les Palestiniens et, disons, exonérer les Israéliens de leurs responsabilités en disant, voilà, les Palestiniens, sous la direction de cet antisémite notoire, l'allié de Hitler se préparait à nous exterminer, ce qui est complètement ridicule du point de vue historique, mais ça marche quand même pour la propagande. Voilà. Mais excusez-moi, Monsieur Cohen, moi je suis d'accord avec vous, mais ce qui est quand même assez particulier, c'est que là, il n'exprime pas le fait qu'il eût été palestinien, mais bien musulman. Il ne précise pas son origine palestinienne, en tout cas, voilà, il fait vaguement Non, référence, mais il est musulman.
Non, oui, mais El Husseini, c'était le leader. Il habitait à Jérusalem, donc c'était un palais. Oui, Enfin, c'était un je veux palais, en dire, fait. dans le narratif, ce qu'il met en avant, ce Ah n'est pas oui, son opinion palestinienne, non, mais c'est pourquoi sa pas? politique. Pourquoi pas? C'est- Non, mais ça permet d'englober les mauvais musulmans, parce qu'aujourd'hui, attention, il y a quand même de bons Arabes, il y a de bons musulmans, les Marocains, ceux des Émirats Arabes Unis, etc. Ils sont vraiment bons. Donc, mais c'est une façon disons, d'amalgamer dans le même paquet, parce que, vous savez, les gens retiennent musulmans. Donc, voilà, ça permet d'amalgamer tous les gens qui en veulent, qui critiquent la politique, même en France, par exemple. Vous savez, en Allemagne récemment, enfin la semaine dernière, il y a des partis pro-palestiniens qu'on n'a pas. Non, non, c'est à Montpellier. En Allemagne aussi, mais c'est à Montpellier cette semaine, une association pro-palestinienne, on lui a refusé un local pour faire une conférence. Donc, tout ça, je veux dire, à partir du moment où on essaie d'amalgamer musulmans avec antisémitisme, terrorisme, etc., ben, ça permet de leur interdire, par exemple, de manifester, de leur interdire d'avoir une salle dans une ville pour faire une conférence, etc. Voilà. C'est introduire dans l'inconscient occidental que musulman, quand même, quelque part, c'est un peu antisémite, un peu terrorisme, etc. Voilà. Très bien, merci Samsoul. Écoutez, je crois qu'on va clôturer. J'avais juste une petite info qui est tombée aujourd'hui, à savoir Éric Zemmour condamné à 4 000 € d'amende pour avoir tenu des propos homophobes en 2019 sur la chaîne CNews. Je ne suis pas au courant. C'est tombé aujourd'hui. Hein. C'est tombé aujourd'hui le jugement. Ah bon, d'accord. Bon, ben, bon, Voilà. Donc bon. il avait dit que les homosexuels étaient asservis. Était asservi. Ah bon. avait asservi l'État et avait imposé leurs caprices. Voilà, excuse-moi, ouais, si tu peux redire, s'il te plaît, Samsoul. Il a dit que les homosexuels avaient asservi l'État et imposé leurs caprices. Voilà, exactement. Si on peut même pas dire ça. Enfin bon, ça devient difficile de s'exprimer en France. C'est-à-dire que là, on voit vraiment la force du lobby. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, Ah 4 ouais. 000 €, il va faire appel, bien sûr, hein. Oui, parce que bon, 4 000 € pour lui, mais enfin bon, c'est pas. Voilà, Mais c'est pas mauvais pour lui, parce qu'il passe pour un martyr aussi, hein. exactement. Voilà. Il va pouvoir préparer les européennes comme il faut. Oui, lui aussi, par exemple. Voilà un exemple de type qui va essayer d'accrocher. Peut-être, je ne sais pas s'il aura les 5%. Enfin bon, voilà. Mais bon. Enfin bon, voilà. Donc, bonne soirée à tous. Merci encore à vous, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ok, d'accord. À bientôt. Allez, bonsoir. Voilà, merci tout le monde. Merci Samsoul. Et écoutez, bonne soirée. Salam alaikum.